Bonjour à tous. Donc, nous allons poursuivre aujourd'hui ce cours. Donc, je vous rappelle que dans le tout premier, nous avons vu les définitions histologiques du cancer et puis nous avons vu en détail comment l'épidémiologie a pu nous permettre d'avoir des premiers éléments sur l'origine des cancers humains et en particulier sur le rôle des mutagènes, du tabac, des radiations et des virus. Dans le deuxième cours, nous avons vu que l'approche moléculaire du cancer, ce qui a créé la génétique du cancer, a vraiment été l'étude de la virologie et en particulier des rétrovirus, grâce à leur capacité à capturer des gènes cellulaires ou à libérer le potentiel de gènes cellulaires par l'activation de leur expression à travers la mutagénèse d'insertion. Et puis enfin, dans le dernier cours, nous avons vu comment l'analyse des virus à ADN avait permis de découvrir un certain nombre de points absolument centraux de la régulation cellulaire, en particulier ce qu'on a appelé les points de contrôle, ou les checkpoints en anglais, qui sont ces machineries cellulaires fondamentales qui vont contrôler des choses aussi essentielles que la division d'une cellule de se diviser, ce qu'on appelle le point de contrôle G1S, et puis la décision de vivre ou de mourir, le checkpoint apoptotique, dont on a vu qu'il était contrôlé en particulier par P53. Et puis, dans le cas aussi de ces virus à ADN, on a vu le rôle très important que pouvaient jouer des mécanismes indirects comme la régénérescence tissulaire, l'inflammation chronique et le fait que les virus, à travers leur activation du système immunitaire, vont induire une destruction régulière de certaines cellules, comme le foie, et que cette destruction-régénérescence était un facteur majeur de développement des cancers. Et puis enfin, on a vu que, de même que les rétrovirus ont joué un rôle essentiel dans la découverte des premiers oncogènes, les virus à ADN, et en particulier certaines protéines virales, dont on va reparler aujourd'hui, vous rappelez des protéines E6 et E7 de l'HPV, eh bien, ces protéines sont capables de se lier à un très grand nombre de protéines cellulaires et par la liaison à ces protéines cellulaires, et vous vous rappelez de l'exemple du rétinoblastome dont on avait parlé, elles vont permettre de débloquer un certain nombre de points de contrôle, et en particulier le point de contrôle du cycle cellulaire. Alors donc aujourd'hui, nous allons avoir un cours assez complexe consacré à l'étude des mutations et de voir comment finalement, et en particulier dans les années toutes récentes, grâce à des progrès technologiques très importants, tout ce qu'on a appelé la génomique ou les omics d'une manière générale, comment on a pu maintenant entrer directement dans l'exploration du statut du génome dans les tumeurs humaines et comment est-ce qu'on commence à comprendre comment ces mutations vont coopérer pour créer des tumeurs dont la diversité est extrême, et on verra que c'est un des messages du cours d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui où on est capable d'avoir une véritable photographie du génome des cellules cancéreuses, eh bien, ça nous a amené à des reclassifications beaucoup plus complexes que celles qui existaient autrefois. Mais inversement, on verra aussi que ça nous a permis de nous mettre sur la voie de la biologie et du traitement dans certains cas. Donc, c'est une diapo qui est reprise de ma leçon inaugurale. Mis à part les virus, l'autre grand facteur favorisant les cancers, eh bien, ce sont les cancérigènes chimiques. Et on a vu qu'un certain nombre de ces cancérigènes chimiques étaient mutagènes. Alors, juste un rappel historique. D'abord, la suie chez les ramoneurs qui provoque ces tumeurs très particulières sur le scrotum. Tout au long de la fin du XIXe siècle, on commence à voir qu'un certain nombre de produits chimiques utilisés dans l'industrie, dans des usines chimiques, avaient des effets cancérigènes. Et puis, le début de l'étude des rayonnements, à toute fin du XIXe, on s'aperçoit que les rayons ultraviolets sont cancérigènes, de même que les rayons X. Et puis, vous vous rappelez de l'expérience fondamentale dans laquelle on arrive à induire des tumeurs chez les lapins en badigeonnant leurs oreilles avec du goudron, permettant ainsi donc de mettre en évidence le rôle de mutagénèse chimique dans des systèmes bien définis. Et puis, un point de rupture, en 1927, on démontre chez la mouche que les rayons X sont mutagènes, qui vont induire des changements phénotypiques, et donc
le fait que ces rayons X soient à la fois cancérigènes et mutagènes va lancer cette idée qui va être prégnante tout au long du XXe siècle, et on verra qu'on en a aujourd'hui la preuve expérimentale prouvée chez des patients, que les mutations sont à l'origine du cancer. Et effectivement, un peu plus tard, on verra que des dérivés de moutardes azotées, ces gaz de combat qui avaient été mis au point pendant la Première Guerre mondiale, sont extrêmement mutagènes, et on verra qu'ils sont également extrêmement cancérigènes. Et donc cette conjonction finalement entre ces différents agents, des agents physiques comme les rayonnements, des agents chimiques comme les goudrons ou les moutardes azotées, sont à la fois cancérigènes et mutagènes, suggérant donc que ces mutations pourraient être à l'origine du cancer. Alors, vous vous rappelez de cette diapositive aussi, qui montre un test de transformation cellulaire ex vivo, où dans une boîte de pétri avec des cellules normales, ici des fibroblastes, avec un virus, dans ce cas-là c'était le RSV, on va être capable d'infecter une cellule, et que cette cellule infectée va donner naissance à un foyer de transformation. On peut donc finalement refaire du cancer dans une boîte de pétri, si j'ose dire, ce qui est évidemment beaucoup plus simple que chez un animal. Et ces tests ont presque tous été utilisés pour démontrer le côté cancérigène d'un certain nombre d'agents de virus et d'agents physiques ou chimiques. Et effectivement, l'expérience fondamentale que je vais vous décrire vous est représentée ici, dans laquelle on va prendre des fibroblastes qui ont été transformés sous l'action d'un cancérigène chimique, ça peut être du goudron, ça peut être des moutardes azotées. Elles vont devenir transformées, donc elles vont acquérir toutes ces propriétés des cellules transformées, elles ne vont plus avoir d'inhibition de contact, elles vont se mettre à pousser en grappe, à former ces foyers, elles vont être capables de pousser dans des milieux semi-solides, dans de la méthylcellulose, elles vont avoir un métabolisme du glucose profondément transformé, bref, elles vont avoir toutes ces caractéristiques des cellules cancéreuses. Et bien de ces cellules transformées par un agent chimique, on va extraire de l'ADN. Cet ADN va ensuite être introduit par des expériences qui ont été mises au point à la fin des années 70, qu'on appelle la transfection, et donc on va pouvoir introduire cet ADN dans des cellules normales qui vont se représenter ici en vert. Et parmi ces cellules normales, eh bien, on va obtenir un foyer de transformation qui vous est représenté ici en bleu. Et ces cellules bleues vont ensuite être capables d'induire une tumeur si on les injecte chez une souris immunocompatible. Donc cette expérience extrêmement simple vous montre que les agents chimiques ont induit des transformations irréversibles dans cet ADN et surtout que finalement le caractère transformé, le caractère cancéreux, peut être transmis directement par l'ADN, démontrant d'ailleurs la base génétique de la transformation cellulaire. Alors, historiquement, le premier gène qui a été identifié, on en reparlera un peu aujourd'hui, et puis il fera probablement l'objet d'un cours une année prochaine, c'est un gène extrêmement important qui s'appelle RAS. C'est le premier gène dont la mutation a été mise en évidence dans un cancer. C'est une mutation ponctuelle sur la valine, la glycine 12. Et des études ultérieures ont montré que les mutations activatrices de RAS sont toujours des mutations du site actif de RAS. RAS est une protéine qui a une activité enzymatique. Et toutes les mutations, en fait, sont regroupées, on dit clusterisées, à l'intérieur de ce site actif. Il y a 3 positions qui vont être mutées dans les cancers, toujours les mêmes. Et ces mutations dans le site actif de RAS vont conduire à une enzyme, à un dérèglement de l'activité enzymatique qui, au niveau cellulaire, va se traduire par une signalisation des récepteurs de facteurs de croissance qui va être activée de manière constitutive. Donc, en quelque sorte, la cellule portant un allèle muté de RAS va avoir toujours l'impression qu'elle est stimulée par des facteurs de croissance et donc elle va répondre par une croissance indéfinie. Alors, vous vous rappelez que ces mutations de RAS sont extrêmement fréquentes dans les tumeurs digestives. C'est pratiquement 90% des tumeurs du pancréas, par exemple, présentent des mutations de RAS. Et donc, c'est l'une des mutations qui a été les plus étudiées dans les cancers. Donc, expérience extrêmement importante, aussi importante que celle que je vous ai présentée avec le RSV, démontrant donc que le caractère transformé, le caractère cancéreux,
se transmet par l'ADN et que ce sont des mutations induites par des cancérigènes chimiques qui vont être responsables de l'acquisition de ces gènes, de ces mutations qui vont conduire à la transformation. Donc ça regroupe un assez grand nombre de mutations qui vont être des mutations qu'on avait appelées gain de fonction ou dominantes, où en mutant une protéine, on va la rendre constitutivement active et elle va donner un signal positif. Alors, il y a un deuxième très grand groupe de mutations dont on a déjà un petit peu parlé dans les cours précédents, qui sont des mutations perte de fonction, qu'on va appeler des mutations qui ont permis de mettre en évidence ce qu'on va appeler des anti-oncogènes. Donc, dans les anti-oncogènes, ou gènes suppresseurs de tumeurs, on va voir que c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que plutôt que de gagner une fonction, il faut perdre une fonction, et la conséquence, c'est qu'il faut perdre la fonction sur les deux allèles portés par le génome, et en fait, l'existence de ces gènes suppresseurs de tumeurs avait été proposée par un épidémiologiste américain qui s'appelait Knudson, à partir de l'étude d'une tumeur très particulière, vous voyez, une tumeur de l'enfant qui survient dans l'œil, qu'on appelle le rétinoblastome, et on savait que dans un certain nombre de cas, cette tumeur va se transmettre suivant un mode familial. Et vous voyez ici un arbre généalogique particulièrement édifiant de cette grande famille, vous voyez, où les patients atteints de rétinoblastome vont être retrouvés à toutes les générations, parfois avec une extrêmement grande fréquence. Vous voyez que malheureusement, dans ce couple-là, sur 4 enfants, les 4 ont été atteints de rétinoblastome. D'autres ont eu plus de chance, où le gène a été perdu sur certains membres de la fratrie. Et cette maladie, le rétinoblastome, existe sous deux formes. Elle existe clinique. Il existe une forme familiale, qui est à l'évidence celle dont je viens de vous montrer l'arbre généalogique, et puis une forme dite sporadique. Et donc dans la forme familiale, avec agrégation familiale, la transmission est de type dominante, autosomique dominante. Vous voyez, on a une transmission essentiellement d'atteint à atteint. On va avoir des tumeurs chez des enfants, donc des tumeurs très jeunes, ce qui évidemment rentre apparemment en contradiction avec ce que je vous ai dit sur les liens entre tumeur et vieillissement. De choses extrêmement importantes, les tumeurs sont multifocales et en fait elles sont polyclonales, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs sites d'initiation de la tumeur sur une même rétine. Souvent quand on enlève la rétine chez ces enfants, eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a la tumeur qu'on avait vue qui a conduit à faire le diagnostic, et puis il y en a d'autres, plus petites, et qui sont différentes. Donc on est vraiment dans un mode de cancérisation polyclonale. Elles sont du coup souvent bilatérales. Et puis, une fois qu'on a guéri ces enfants de leur maladie de la rétine, eh bien, ils vont développer plus tard d'autres tumeurs, d'autres organes, de mémoire, le foie, l'os et d'autres. Et puis, le traitement est difficile. Pourquoi est-ce que le traitement est difficile? Eh bien, on va voir parce qu'il y a toutes les cellules ont cette propension à se transformer très rapidement, et donc les traitements par radiochimiothérapie vont être difficiles. Alors, uniquement à partir, et c'est une des grandes forces, vous voyez, de la transversalité, uniquement à partir de ces données épidémiologiques, bien avant qu'on ne connaisse les oncogènes ou les anti-oncogènes, Knudson avait proposé eh bien, que la transmission différente, les caractéristiques différentes de la forme familiale et de la forme sporadique suggérait que cette maladie était liée, et uniquement liée, à la perte de fonction d'un gène. Perte de fonction d'un gène qui, dans la forme familiale, donc quand on a une prédisposition génétique, eh bien, dans toutes nos cellules, il y a déjà un des allèles, un des chromosomes, celui provenant du père ou provenant de la mère, qui porte cette mutation. Et donc, il suffit d'une deuxième mutation pour avoir une perte de fonction complète. Et la perte de fonction complète va s'accompagner du développement très rapide de la tumeur. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la forme familiale. Et donc, ceci vous explique les caractéristiques cliniques que je vous ai décrites, puisqu'en effet, on va avoir la facilité de la perte du deuxième allèle est grande, ce qui va expliquer à la fois que la maladie survienne jeune chez les patients jeunes, qu'elle soit souvent bilatérale, qu'elle soit multifocale, et qu'il puisse y avoir d'autres tumeurs. Inversement, dans la forme sporadique, c'est-à-dire sans prédisposition familiale, eh bien là, on a donc les deux allèles qui sont fonctionnels. Et il faut avoir deux événements indépendants, deux événements rares et indépendants l'un de l'autre, qui vont conduire à la perte d'un allèle, puis du second, avant le développement de la tumeur. Et ceci, bien entendu, sur des bases de simples calculs de probabilité, vous explique que le développement de ces tumeurs, dans ces formes sporadiques, soit tardif,
et que la tumeur soit isolée, bien sûr clonale, et sans atteinte ailleurs dans l'œil ou sur l'autre œil, puisque ce phénomène, finalement, qui fait appel dans la même cellule à deux pertes alléliques successives, va bien sûr être un phénomène extrêmement peu probable, et les formes sporadiques de la maladie sont effectivement très rares. Alors, bel exemple, vous voyez, de l'apport des mathématiques, de l'apport de l'épidémiologie à la compréhension de la biologie, puisqu'au fond, on a cloné le gène du rétinoblastome bien après la proposition de son existence. Et donc, on se doutait déjà qu'il devait exister des anti-oncogènes, des gènes suppresseurs de tumeurs, dont vous voyez qu'ils s'opposent presque en tout point aux mutations dominantes comme celle que je vous ai proposée pour RAS. Alors, ce gène RB, on en a déjà touché un mot, c'est un régulateur essentiel de la prolifération cellulaire. C'est l'un de ces gènes qui va être ciblé par les protéines virales, et c'est un gène absolument, c'est un point cardinal du contrôle de la prolifération cellulaire comme du cancer. Alors, des papiers très récents, je crois datant de cet été, a montré que pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien encore, parce qu'on pourrait se poser la question, au fond, pourquoi est-ce que chez ces patients, il n'y a que des tumeurs de la rétine? Chaque cellule, finalement, est à risque. Chaque cellule peut perdre le deuxième allèle. Pourquoi est-ce que c'est principalement la rétine qui est ciblée par cette maladie? Eh bien, on ne sait pas très bien, mais on a pu reproduire l'équivalent de cette maladie très récemment avec des techniques de culture primaire de cellules de rétine, et on s'est aperçu que les cônes rétiniens sont extraordinairement sensibles à la perte du gène RB, et que si on inactive ce gène par des astuces de biologie moléculaire comme des SH ou des siRNA ou des allèles fluxés, eh bien, il suffit de perdre les deux allèles d'RB pour que les cellules de la rétine se mettent à pousser tout de suite et qu'elles deviennent immortelles tout de suite, ce qui n'est pas le cas pour les autres types cellulaires de l'organisme. Peut-être en fait parce qu'il existe des équivalents fonctionnels de RB, il y a d'autres membres de la famille RB qui peuvent peut-être servir de frein de secours, alors qu'il n'y a pas dans la rétine d'autres systèmes permettant de freiner la croissance. Alors, un autre exemple dont nous avons parlé, nous allons reparler, c'est la protéine P53. Donc cette protéine P53, vous en souvenez, c'est la grande protéine qui va assurer le maintien de l'ordre, si j'ose dire. C'est une protéine qui, par de très nombreux systèmes qui ne sont pas encore tous connus, va se comporter comme un senseur de l'état de la cellule. Elle va être capable de détecter du stress oxydatif, donc du stress métabolique. Elle va être capable de détecter la déprivation de nutriments. Elle va être capable de détecter des changements dans l'oxygénation des tissus, dans l'hypoxie ou l'hyperoxie. Elle va bien sûr être capable de détecter des anomalies génétiques ou chromosomiques. En particulier, la plus grave des anomalies génétiques, des accidents génétiques, qui est la cassure double brin. Et donc une cassure double brin de l'ADN dans une cellule est suffisante pour activer fortement P53. Elle va aussi, et ça on ne sait pas encore toujours très bien comment, être capable de détecter l'hyperactivation des oncogènes, la mise en cycle inappropriée de la cellule, on va y revenir, les désordres dans la production des ribosomes ou les raccourcissements inappropriés des télomères. Et donc en réponse à tout cet ensemble de stress qui finalement traduisent le fait que la cellule est stressée, n'est pas en bonne santé, est soumise à des stress, eh bien elle va répondre par toute une série de répondre. P53 est un facteur de transcription, donc il va contrôler l'expression d'un certain nombre de gènes. Alors, la forme la plus classique de réponse, ça va être la mort, l'induction d'apoptose. Donc P53, par l'intermédiaire d'un certain nombre de gènes cibles qui sont bien connus, va dire à la cellule de mourir et de mourir tout de suite, en disant en particulier que les dégâts que cette cellule a subis, particulièrement des dégâts comme des cassures double brin de l'ADN, sont trop graves et qu'il faut donc mieux que cette cellule se suicide tout de suite. Mais il y a d'autres formes de réponse. Une autre dont on a parlé également, c'est la sénescence, donc un arrêt définitif de la progression, de la division cellulaire, avec une perte d'un certain nombre de caractères différenciés. Et puis il y a d'autres fonctions. On peut en particulier, à travers P53, arrêter le cycle cellulaire, et arrêter le cycle cellulaire pour permettre
à la cellule de réparer son ADN. Et donc un certain nombre de programmes de réparation sont également sous la dépendance de P53. Et puis il y a également des effets liés au métabolisme, avec une reprogrammation du métabolisme énergétique, qui est en particulier sensible en réponse au stress nutritionnel, et puis une induction de l'angiogénèse pour reformer des vaisseaux, pour revasculariser cette cellule, par exemple, quand elle manque d'hypoxie. Donc vous voyez un exemple extrêmement remarquable en biologie de convergence de toutes sortes de fonctions, et peut-être convergence de signaux de stress extraordinairement divers, qui vont tous converger sur une protéine, et ensuite divergence des réponses biologiques, avec une palette, encore une fois, extrêmement complète de réponses biologiques. Et le séminaire organisé par la chaire, qui aura lieu le 21 mai, sera en fait entièrement consacré à la biologie de P53. Il réunira un certain nombre de spécialistes internationaux de cette protéine pour comprendre, au fond, cette opération de goulot d'étranglement. Comment est-ce qu'on peut à la fois comment la cellule va être informée de tous ces types de stress et comment une seule protéine va induire un tel répertoire, une telle palette de réponses biologiques à travers le simple contrôle transcriptionnel. Alors, vous ne serez pas étonné, et je crois que je vous l'ai déjà dit, que P53 est une protéine absolument centrale dans la transformation cellulaire, et ce côté absolument central est reflété par l'existence de mutations de P53 dans plus de la moitié des tumeurs. Et les tumeurs qui ne présentent pas de mutation de P53 peuvent avoir une inactivation de la fonction de P53 par d'autres méthodes. On en verra des exemples, en particulier par l'amplification d'un gène de rétrocontrôle négatif de P53. Et donc l'augmentation du rétrocontrôle négatif va faire que la fonction de P53 est perdue. Alors, ces mutations vous sont représentées ici. Et vous voyez tout de suite, donc ça, ce sont les différents codons de la protéine. On est à peu près à 400 acides aminés. Et vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle en biologie des points chauds, des hotspots. Et donc, les mutations surviennent préférentiellement sur un certain nombre de résidus de cette protéine. Eh bien, P53, c'est un facteur de transcription. C'est donc une protéine qui va s'accrocher à l'ADN. Et vous la voyez ici accrochée à l'ADN. Elle va se fixer sous forme de tétramère. Et ce tétramère va avoir un certain nombre de résidus extrêmement importants qui vont être des points de contact avec l'ADN. Et ce sont préférentiellement ces résidus qui vont être les points de contact avec l'ADN. Et donc évidemment, si on mute ces résidus, le contact avec l'ADN et la régulation de la transcription vont être très fortement diminués. Mais vous voyez qu'il y a également des mutations dans d'autres résidus qui vont conduire d'ailleurs à des pertes de fonctions qui parfois ne sont pas totales. Et donc il y a toute une biologie de ces mutations de P53. On sait que certaines mutations vont conduire à une perte totale de fonction. D'autres même vont avoir un effet dominant négatif, c'est-à-dire qu'on va perdre la fonction de P53 et puis on va être capable de perdre la fonction d'autres protéines, et en particulier des protéines de la même famille, puisque c'est une famille qui comprend trois membres. Et donc la forme mutée de P53 va pouvoir bloquer de manière dominante les autres membres de la famille. Et puis, il y a des pertes de fonction partielles où la fonction antitumorale de P53 est perdue, mais d'autres fonctions sont maintenues. Donc, voilà, un relais absolument central. Et P53, donc, ces deux fonctions les plus connues, c'est de contrôler le cycle cellulaire et également de contrôler l'apoptose. Alors, autre diapo tirée de ma leçon inaugurale, un suppresseur de tumeur, on peut évidemment le muter, et dans ces mutations, d'ailleurs, on va avoir deux types de mutations. On va avoir certaines mutations qui vont avoir un effet dominant négatif, et donc la mutation d'un seul gène va être capable de bloquer l'allèle normal, ce qui revient à dire que dans ce tétramère, eh bien, de muter une seule protéine va être capable de bloquer la fonction de l'autre, mais une autre grande manière de bloquer la fonction des anti-oncogènes, eh bien, c'est l'inactivation épigénétique, c'est-à-dire une inactivation qui va passer par le contrôle de la transcription de ce gène, et en particulier par des changements de méthylation dans l'ADN et des modifications des histones, on va pouvoir conduire à un arrêt
d'expression de cette protéine. Évidemment, arrêt complet de l'expression d'une protéine, ça va se traduire par une perte de fonction et se comporter au fond comme une inactivation génétique complète. Alors, l'exemple le plus connu, c'est la perte de l'expression d'un gène très important, qui est un gène impliqué dans la réparation de l'ADN. On en reparlera probablement dans un cours prochain, MLH1. Et cette perte de MLH1, qui est une protéine centrale dans un complexe de réparation de l'ADN, eh bien, va conduire à un état précancéreux dans lequel les cellules du côlon ne seront plus capables de réparer leur ADN. Évidemment, quand on n'est plus capable de réparer son ADN, on va avoir une instabilité génomique. Et cette instabilité génomique va s'accompagner de très nombreuses mutations qui vont induire une instabilité génomique considérable. On verra les chiffres tout à l'heure avec la comparaison des mutations dans différentes populations tumorales, et va conduire à un type particulier de cancer du côlon, qu'on appelle donc les cancers du côlon avec instabilité des microsatellites. Donc, peut-être l'exemple le mieux caractérisé, dans lequel la perte de l'expression d'un gène va s'accompagner d'une perte de fonction, et cette perte de fonction, en l'occurrence la réparation de l'ADN, va s'accompagner du développement progressif du cancer. Alors, un autre exemple dont on va parler extensivement à la fin de ce cours, ce sont des mutations d'un régulateur épigénétique essentiel. Alors, celui-ci, c'est la DNA-méthyltransférase de type 3. C'est donc une enzyme qui recopie les patrons de méthylation sur l'ADN après sa réplication. Donc, évidemment, quand l'ADN vient d'être répliqué, il va être méthylé dans un deuxième temps, et donc il y a une enzyme particulière qui va assurer la reméthylation de l'ADN néosynthétisé au même endroit, bien sûr, que l'ADN dont il est issu. Et bien entendu, vous comprenez que si ce phénomène de reméthylation de l'ADN néosynthétisé devient déficient, eh bien, on va avoir une dérégulation très profonde de l'épigénétique. Et cette dérégulation profonde de l'épigénétique, qui fait suite à la mutation de cette DNA-méthyltransférase, va être un événement initiateur. On sait dans beaucoup de cas, on verra tout à l'heure des données, que c'est le premier événement dans le développement de certaines leucémies myéloïdes, au fond, par perte de la capacité des cellules souches à reproduire leur patron de méthylation correct. Alors, ces approches, ces inactivations épigénétiques, cette perte des anti-oncogènes, a soulevé d'immenses espoirs, car vous voyez qu'ici, au fond, c'est la présentation de l'ADN qui est modifiée. On va avoir une méthylation de l'ADN, je vous l'ai dit, changements aussi dans les histones qui vont impacter cet ADN, mais tous ces changements sont réversibles. Et donc, on a construit une pharmacologie de cette épigénétique qui cherche, à travers l'usage d'un certain nombre de médicaments, à contrecarrer cette méthylation acquise de l'ADN, ces changements des histones, de manière à restaurer l'expression de ce gène, avec l'idée qu'en restaurant l'expression de ce gène, eh bien, on va pouvoir réverser l'effet de la mutation, et on verra un certain nombre d'applications de ces stratégies. Et je pense que l'an prochain, avec Edithird, nous organiserons un séminaire montrant finalement ces différentes stratégies, en particulier dans l'exemple des leucémies, qui est celui dans lequel elles ont été le plus utilisées. Alors, si on revient maintenant aux gènes, à la virologie et aux gènes SARC, vous vous souvenez que je vous ai présenté cette expérience montrant encore une fois l'infection par le RSV avec des fibroblastes normaux et qui, après transduction de ce gène SARC, vont prendre cet aspect de cellules cancéreuses typiques, arrondies, métabolisant rapidement le glucose, poussant en grappe, poussant dans le vide, poussant en méthylcellulose. Et donc, nous avons vu qu'au fond, avec un seul événement, un seul gène, on allait pouvoir passer d'une cellule normale à une cellule transformée. Alors, au fond, les gens qui ont travaillé sur les RSV ont eu beaucoup de chance. Ils ont eu beaucoup de chance parce que c'est presque jamais comme ça, et on connaît très très peu d'exemples dans lesquels un seul oncogène, une seule altération génétique, est capable de transformer une cellule normale en une cellule cancéreuse. Et donc, l'exemple du RSV, qui a permis le démarrage au fond de la biologie du cancer, était un exemple tout à fait particulier. On peut même dire que c'était largement une exception.
En fait, dans la vraie vie, voilà la manière dont les choses se passent. On a une nécessaire coopération des mutations. Et ça va être une des thématiques de la fin de ce cours, c'est de voir au fond comment est-ce que cet enchaînement se passe. Donc, on va avoir une première mutation initiatrice, imaginons par exemple une mutation de race, qui va donner naissance à un premier clone. Mais ce premier clone va être limité, et il va être limité très souvent par l'activation de P53. Et donc on va avoir un phénomène bien connu maintenant en cancérologie, une bouffée de prolifération, et puis ensuite une induction de sénescence. Donc bouffée de prolifération par exemple par race, sénescence par P53, on est passé d'une cellule à quelques milliers, et puis les choses s'arrêtent. Et puis elles peuvent s'arrêter éventuellement très longtemps. Elles peuvent s'arrêter 5 ans, 10 ans. Le temps, au fond, d'avoir une deuxième mutation. Et quand on va avoir une deuxième mutation, on va passer cette fois-ci à une deuxième expansion clonale de beaucoup plus grande taille. Et cette deuxième expansion clonale va s'accompagner assez souvent de l'acquisition d'un taux de mutation augmenté, d'une instabilité génétique, en particulier si c'est P53 qui est activé. Et donc, dans ce modèle caricatural, mais très utile pour la démonstration, une première activation de race, première bouffée de prolifération, activation de P53, on va libérer le frein, on a l'accélérateur est bloqué, le frein est cassé, et bien à ce moment-là, la cellule se met à pousser, et ce clone, cette deuxième expansion clonale, va être de grande taille. Et de plus, ce que vous montre cette diapositive, c'est que du fait de l'instabilité génétique induite par la perte de P53, eh bien, on va maintenant avoir une évolution dans des clones parallèles, c'est-à-dire qu'on va passer d'une logique monoclonale à une logique oligoclonale. Au fond, on sera toujours monoclonal pour race, on sera toujours monoclonal pour la première mutation, mais à partir de là, vous voyez que la tumeur va dériver, elle va dériver dans des sous-clones qui vont porter des mutations différentes. Et ça, c'est une des complexités, évidemment, de la biologie du cancer, c'est qu'au fond, on est capable souvent de raisonner sur un sous-clone, de se dire qu'on peut bloquer la biologie de ce sous-clone, mais quand on bloque celui-ci, en fait, on va faire de la place pour celui-là, et donc on va avoir des évolutions différentielles, en particulier sous traitement, de ces différents clones, qui sont bien sûr une des raisons des récidives ou des traitements imparfaits. Donc, notion absolument fondamentale, retenez que l'exemple du RSV, l'exemple de cette transformation par un gène en un coup, c'est une exception, et que dans la vraie vie, on a au contraire des systèmes d'inactivation séquentielle, d'activation ou d'inactivation séquentielle de gènes sur de très longues périodes, ce qui explique au fond une des choses que je vous avais expliquées dans le premier cours, qui est bien sûr le problème de l'incidence et de l'âge. Et comme nous le savons tous, le cancer est une maladie de la deuxième partie de la vie, et ceci avait été largement modélisé par les épidémiologistes, vous voyez, avec ces courbes tout à fait frappantes, ce qui, en régression semi-logarithmique, vous donne une pente qui est toujours la même, suivant les pays qui ont été étudiés, et avec, pour tout cancer confondu, on avait calculé qu'il fallait entre 4 et 6 altérations génétiques différentes pour passer d'une cellule normale à une cellule cancéreuse. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça colle avec l'épidémiologie. Ça peut également être étudié par de la biologie formelle. Et là aussi, dans des systèmes de transformation dans des boîtes de pétri, on peut reproduire cette coopération des oncogènes. Par exemple, avec RAS. Donc RAS, je vous l'ai expliqué, site actif muté, induction de la prolifération, immédiatement suivie par la sénescence. MYC ou P53 ou un gène rétroviral dont on n'a pas encore parlé, E1A, sont tous les trois capables de bloquer la sénescence, mais quand ils sont introduits tout seuls dans des cellules normales, il ne se passe rien. Par contre, lorsqu'on va faire coopérer RAS et MYC ou P53 mutés, eh bien à ce moment-là, on va avoir immédiatement des foyers de transformation. Donc, en conjuguant la capacité de deux oncogènes à induire la transformation, on va être capable de refaire un équivalent de SARC, du virus RSV. Alors, vous vous souvenez peut-être que dans le cours sur les rétrovirus, je vous ai dit que certains virus
avait déjà réussi à faire ça. Et il existe quelques virus qui ont été très bien étudiés, quelques rétrovirus qui ont déjà intégré deux oncogènes différents capables de coopérer. Et donc certains virus ont déjà réussi cette opération de coopération entre différents oncogènes en capturant, en domestiquant, en activant deux gènes différents capables de coopérer. Évidemment, ces virus sont capables de transformer d'un coup une cellule normale en une cellule cancéreuse, exactement comme le fait Sark. Alors ceci peut également être, avec des techniques plus modernes, reproduit au niveau de souris transgéniques. Alors voilà un exemple de cancer du sein induit par ces deux oncogènes. Donc c'est un modèle tout à fait artificiel hein, qui ne reproduit probablement pas la réalité du cancer du sein chez les patients, mais qui est important pour la démonstration d'aujourd'hui. Donc on a un promoteur spécifique des cellules mammaires, le MTV, vous vous rappelez le Mammary Tumor Virus, qui est un promoteur sensible aux hormones. Et si on exprime le gène MYC sous la dépendance de ce promoteur du MMTV, vous voyez qu'on va obtenir des tumeurs, mais avec une latence de presque 1 an. Donc ça veut dire que dans ce modèle-là, MYC n'est pas très transformant. Il faut attendre longtemps pour qu'il y ait des événements secondaires qui vont permettre la transformation. Si on fait la même chose avec RAS, ça marche un petit peu mieux, si j'ose dire. Il y a plus de tumeurs, et vous voyez que là, il faut une demi-année à peu près pour obtenir des tumeurs, mais on n'a pas une transformation immédiate, quand bien même on va exprimer dans toutes les cellules de la glande mammaire un oncogène extrêmement violent. Donc, ce qui montre qu'il y a des systèmes de sauvegarde, il y a des systèmes de protection qui vont permettre qu'une cellule agressée par l'expression d'un oncogène très violent se défende. Mais vous voyez par contre que quand on croise les deux lignées de souris, quand on va faire dans la même cellule exprimer les deux, MYC et RAS, alors là, vous voyez que c'est un peu plus d'1 mois. Il faut un petit peu plus d'1 mois pour que toutes les souris, pour que la moitié des souris meurent de cancer mammaire extrêmement agressif, ce qui vous représente finalement, chez l'animal, exactement la même expérience que celle-ci, la coopération entre ces deux voies de signalisation, mais cette fois-ci dans un véritable organisme. Et comme vous pouvez vous en douter, dans ce cas-là, eh bien, le développement des tumeurs va être polyclonal, c'est-à-dire qu'en activant dans toutes les cellules de la glande mammaire ces deux oncogènes extrêmement forts, on va au fond faire des tas de tumeurs qui vont pousser tout ensemble. La glande mammaire ne devient quasiment qu'une tumeur parce que chaque cellule va être transformée. Alors, cette notion est vraiment extrêmement importante, et puis elle va, et ça va être un des thèmes de la fin de ce cours, eh bien, elle va rendre complexe l'interprétation des données génomiques, parce qu'on va finalement se trouver avec trop de mutations, et on va chercher à comprendre finalement comment ces mutations vont permettre le développement de l'histoire naturelle de la maladie. Alors, un modèle qui a été très étudié, c'est le modèle du côlon, par un collègue américain qui s'appelle Vogelstein, et il a pu montrer que dans l'histoire naturelle qui fait passer d'un épithélium normal du côlon jusqu'au cancer invasif, histoire naturelle qui, comme vous le voyez ici, s'étend sur pratiquement 30 ans, eh bien, il va avoir un certain nombre de mutations, ça on s'en doutait, mais que ces mutations vont être dans un répertoire finalement relativement limité de gènes. Alors ça, c'est important parce que ça veut dire qu'un jour, on a une chance de comprendre quelque chose. Et puis par ailleurs, on va avoir des séquences relativement conservées qui vont être presque toujours une perte d'un gène qui s'appelle APC, qui est en fait un gène maître du contrôle, d'une voie de contrôle d'autorenouvellement des cellules souches. Donc, ce qu'on va faire tout à fait au début, c'est d'altérer l'autorenouvellement de l'épithélium normal. Et ça se traduit morphologiquement par la présence d'un petit polype que vous voyez ici, poussé un peu comme un champignon sur cet épithélium normal. Donc ça, c'est un état de précancéreux et qui va être le reflet de l'activation de cette voie, la voie Wnt, par la mutation d'APC. Et donc on va avoir ce qu'on va appeler un épithélium hyperplastique, parce que vous voyez qu'au fond, il y a trop de cellules, mais ces cellules, elles gardent quand même un souvenir de leur origine épithéliale. On va recréer des structures qui ressemblent à de l'épithélium. Et puis,
Il va y avoir ensuite des changements globaux de méthylation, donc des changements épigénétiques. Et puis, il va y avoir une deuxième activation essentielle, qui est l'activation de la voie RAS. Alors, c'est souvent RAS, mais pas toujours. Et ceci va faire passer du petit adénome à un adénome beaucoup plus gros, beaucoup plus complexe, s'accompagnant d'une perte de différenciation. Vous voyez qu'il y a des zones là, dans cette tumeur dont on pourrait penser que ce n'est pas du côlon. Et ensuite, on va avoir la perte d'un certain nombre de gènes suppresseurs de tumeurs, et en particulier de gènes comme un gène qui s'appelle DCC. Et puis tout à fait à la fin, on va avoir une perte de P53, donc perte de ces voies de contrôle liées à P53 qui va faire passer au cancer invasif qui vous est représenté ici. Alors, pourquoi est-ce que je passe un tout petit peu de temps sur cet exemple? Eh bien, c'est un exemple, même si ce schéma est peut-être une simplification de la réalité, c'est un exemple qui montre que ces voies d'abord ne sont pas très nombreuses et qu'ensuite l'activation ou la désactivation se fait dans un ordre relativement fixe. Et il est relativement clair que dans le côlon, on commence toujours par la perte de cette voie centrale, ou l'activation de cette voie centrale d'auto-renouvellement des cellules souches. Et la perte de P53 survient tout à fait à la fin. Alors on verra tout à l'heure d'exemples d'autres maladies dans lesquelles c'est la perte de P53 est première. Et donc chaque type de tumeur va avoir finalement une palette de voies de signalisation, qui vont être activées ou désactivées dans un ordre relativement fixe. Ces activations se traduisant donc par des équivalents morphologiques et encore une fois sur un nombre extrêmement élevé d'années, expliquant bien sûr la courbe de ce type-là, hein, puisqu'il faut le temps d'accumuler toutes ces mutations pour que la cellule devienne tumorale. Alors, on peut aller un peu plus loin, parce que l'exploration génétique de ces tumeurs, qui a été maintenant réalisée par de nombreux groupes, montre qu'effectivement, on a 3 types d'altérations séquentielles, mais qu'au fond, pour chaque type d'altération, on a différents gènes qui peuvent être ciblés. Alors ça, c'est important parce que tous ces gènes, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tous ces gènes appartiennent à la même cascade de réponses, et donc les conséquences cellulaires de l'altération de ces différents gènes sont extrêmement similaires. Je ne dirais pas qu'elles sont identiques, parce que si on regarde dans les détails, elles ne sont pas complètement identiques, mais elles sont extrêmement similaires. Et donc on va avoir finalement 4 portes à ouvrir, 4 verrous à faire sauter, mais on peut finalement attaquer ces portes par la serrure, par les charnières ou par toutes sortes de manières possibles avec des gènes différents. Vous voyez qu'on retrouve par exemple des gènes très proches l'un de l'autre comme KRAS, RAF ou la PI3 kinase, la signalisation de TGF-bêta, et puis à la fin, tout à fait à la fin, eh bien P53, on voit que P53 est la forme principale, mais ce point de contrôle P53 peut être finalement bloqué aussi bien par une mutation de P53 que par une amplification du régulateur négatif de P53 dont je vous parlais tout à l'heure, ou également une perte d'un inhibiteur dont on n'a pas encore parlé, qui est une protéine importante qui s'appelle ARF, mais dont la principale conséquence de la perte de ARF va être l'hyperactivation de P53. Donc vous voyez, des points de contrôle, mais des points de contrôle qui peuvent être déverrouillés de manière différente. Ce qui est très important, et je me permets d'insister là-dessus, c'est la séquence. Et la séquence semble être relativement conservée, même si au fond, pour réaliser chacun de ces passages, eh bien, on va avoir plusieurs possibilités au niveau génétique, on va avoir plusieurs gènes qui peuvent être ciblés. Alors vous voyez que la proposition de ce mécanisme est possible parce qu'on connaît relativement bien ces différentes protéines et donc on sait que ces protéines appartiennent en fait à la même voie de signalisation, qu'elles vont avoir les mêmes fonctions. Ça n'était évidemment pas du tout le cas il y a 30 ans, au début de la découverte des oncogènes. Et donc il y a 30 ans, on pouvait penser qu'on avait finalement des images extrêmement confuses avec des altérations qui allaient dans tous les sens. Et aujourd'hui, grâce aux éléments accumulés
dans ces 40 dernières années sur la biologie du cancer, eh bien, on sait qu'en première approximation au moins, amplifier MDM2, perdre ARF ou muter P53, c'est pratiquement la même chose pour le contrôle de l'apoptose. Alors, cette coopération, au fond, on en a déjà parlé au cours précédent. On en a parlé dans le cours précédent avec l'exemple que je vous avais cité d'HPV, des protéines papillomes qui vont être responsables du cancer du col chez la femme. Vous vous rappelez qu'il y a deux protéines virales essentielles, E7 et E6. Eh bien, E7 va en fait se fixer à RB, dont on a parlé tout à l'heure, et ceci va induire une prolifération immédiate. Mais cette prolifération immédiate va être bloquée par l'induction d'apoptose, et cette induction d'apoptose va être en fait liée à l'activation de P53, et c'est pour ça que le virus a créé cette protéine E6 qui va être capable de dégrader P53, et en dégradant P53, on va à ce moment-là s'opposer à l'apoptose et passer à la prolifération indéfinie, à l'immortalisation, accompagnée d'instabilité génomique, parce que l'une des principales fonctions de P53, à part le contrôle du cycle, c'est d'assurer la fidélité de la réplication de l'ADN. Et donc, quand on n'a plus P53, eh bien, on va avoir immédiatement une instabilité génomique majeure qui va s'accompagner de perte de chromosomes, de mutations multiples. Donc, vous voyez qu'au fond, le virus va avoir la même stratégie de coopération, et ces virus ont utilisé deux protéines virales différentes qui vont réaliser cette coopération entre l'induction immédiate de la prolifération, le blocage de l'apoptose, pour concourir à l'immortalisation immédiate de ces cellules infectées. Et ensuite, ces cellules immortelles, par l'intermédiaire de la lente dérive génétique qui va s'accompagner de l'instabilité génomique, vont aller vers la transformation. Alors, est-ce que ce mécanisme est unique au virus HPV? Eh bien, vous vous souvenez probablement que non, puisqu'en fait, de très nombreux virus oncogènes vont avoir cette capacité de cibler ces deux protéines essentielles, RB et P53. Et donc, ce qui est vrai pour les virus HPV, pour lesquels donc, E7 va cibler RB et E6 va cibler P53, eh bien, c'est également vrai pour l'adénovirus. L'adénovirus a deux protéines également, qui s'appellent E1A et E1B, qui vont avoir les mêmes propriétés. L'un fixe RB et l'inactive, l'autre fixe P53 et l'inactive. Mais peut-être que le virus le plus évolué, si j'ose dire, est un virus de singe qui s'appelle SV40. Et SV40, lui, a une seule protéine qui s'appelle grand T, qui est capable de faire les deux à la fois, qui est capable de se fixer et à P53 et à RB, ce qui montre un exemple tout à fait remarquable de convergence des fonctions, de convergence du ciblage de ces deux voies de contrôle essentielles par la même protéine, qui va donc être capable d'immortaliser immédiatement en un coup toute protéine qui va être infectée. Bon, alors je vous propose de faire une petite pause quelques minutes et puis on va voir ensuite comment est-ce qu'on peut passer à l'exploration de ces mutations dans le contexte de tumeurs humaines. Bon, donc on va reprendre maintenant. Alors si on regarde les choses de haut, vous voyez que dans les toutes premières découvertes des oncogènes avec les rétrovirus, toutes premières découvertes d'oncogènes avec les carcinogènes chimiques, on était dans un monde de grande confusion. On découvrait des oncogènes quasiment chaque semaine, d'abord une dizaine, puis une cinquantaine, puis 100, puis 150. Et donc tout ça allait dans tous les sens et on se demandait si un jour on allait arriver à comprendre quelque chose et si cette divergence, au fond, allait s'arrêter. Alors vous voyez que cette divergence a commencé à s'arrêter avec l'étude des virus oncogènes à ADN. Et vous voyez que là, au contraire, il y a une convergence. Et finalement, tout converge vers deux protéines essentielles, RB et P53. On a vu aussi que dans le cadre du côlon, là aussi, quand on a découvert les premiers oncogènes associés au cancer colique, on pouvait penser que ça allait dans tous les sens. Mais 20 ans après, on s'aperçoit finalement qu'on est relativement borné, si j'ose dire, avec trois grandes voies
quatre grandes voies, pardon, qui font appel à un répertoire de gènes relativement simple chacune et qui par ailleurs semblent être activées de manière raisonnablement séquentielle. Alors, un autre élément en faveur de cette convergence a été l'étude du gène MYC, hein, dont on a déjà parlé. MYC, facteur de transcription, facteur essentiel à la prolifération cellulaire. En fait, MYC va faire synthétiser toute une série d'enzymes qui vont permettre de préparer la division cellulaire en faisant synthétiser des protéines, en faisant synthétiser des ribosomes, en faisant synthétiser des nucléotides. Et MYC, en fait, va être activé dans à peu près tous les modèles possibles. Donc la première découverte de MYC, c'était avec une transduction rétrovirale. Donc vous vous souvenez, capture de MYC, et donc le virus va permettre d'exprimer MYC dès qu'il est inséré. Et puis vous vous souvenez qu'il y avait un deuxième exemple, qui était la mutagénèse d'insertion. C'est ce qu'on a vu il y a 15 jours avec l'ALV, hein, l'Avian Leukocytosis Virus, qui, vous rappelez, s'insère à proximité de MYC, et en s'insérant à proximité de MYC, va réveiller l'expression de MYC et conduire à une augmentation majeure de la transcription de ce gène MYC. Et puis on a découvert ensuite des translocations cellulaires, des translocations, dont une dont on va parler tout à l'heure, dans le lymphome de Burkitt, où un phénomène de cassure et de jonction entre des chromosomes différents va changer le promoteur du gène MYC et là aussi le remplacer par un promoteur extrêmement fort dans les lymphocytes qui est celui du gène des immunoglobulines avec une très forte expression de MYC. Et puis, dernier exemple, on peut avoir, en particulier dans les neuroblastomes, mais également dans d'autres types de tumeurs, une amplification de ce gène. Donc le segment qui contient MYC va être dupliqué, recopié. Et donc, au lieu d'avoir 2 gènes MYC, on va en avoir 10, 20, 50. Et donc, bien sûr, si on a 50 fois le gène, on va avoir 50 fois plus de protéines. Et donc, on va avoir une très forte exposition à MYC. Et donc ça commençait à suggérer, vous voyez, que ce gène absolument central va être activé, si j'ose dire, de toutes les manières possibles. Et cette diversité dans la capacité à activer les mêmes gènes a commencé à faire penser qu'il pouvait y avoir un certain nombre de points de contrôle essentiels représentés par des oncogènes essentiels, donc RB, P53, MYC, et que donc tout ce câblage de la cellule, finalement, allait passer par un certain nombre de points nodaux, et que le cancer, finalement, allait se résumer à l'activation d'un certain nombre de voies. Alors on verra que c'est en partie vrai. Évidemment, une des idées qu'il y avait là derrière, c'était de se dire que ces voies obligatoirement activées par les processus oncogéniques dans les cancers seraient d'excellentes cibles thérapeutiques. Comme on le verra dans le prochain cours, le problème, c'est que ces gènes sont tellement importants pour la cellule normale qu'il est bien difficile de les cibler. Donc il est très difficile de faire la différence entre un MYC amplifié qui est exprimé trop et qui est à l'origine du cancer, et puis un MYC qui est nécessaire à chacune de nos cellules, parce que quand on n'a pas de MYC, eh bien toutes les cellules normales s'arrêtent de pousser, parce qu'elles ont absolument besoin de ce facteur de transcription pour préparer leur vie normale. Et donc il existe un certain nombre de points centraux dans la biologie, dans l'homéostasie cellulaire. On en a déjà vu beaucoup. Il y a P53, il y a RB, il y a RAS, il y a MYC, mais malheureusement, il est difficile de les cibler. Alors, je voudrais maintenant passer à une deuxième partie de ce cours, dans lequel je vais vous présenter juste un historique et quelques aperçus technologiques pour voir comment est-ce qu'on peut, au fond, explorer le génome, comment est-ce qu'on a pu rentrer dans ces mystères des chromosomes pour arriver à comprendre ce qui différencie une cellule normale d'une cellule cancéreuse. Et donc, comme nous l'avons vu dans un cours précédent, le premier probablement à avoir vu des anomalies chromosomiques multiples associées au cancer, c'est un pathologiste allemand, Theodor Boveri, à la fin, au tout début du XXe siècle, qui, en regardant des mitoses, s'aperçoit que les mitoses qu'on voit dans les cellules cancéreuses sont complètement anormales. En particulier, on voit des images comme celle-ci, vous voyez, de cellules qui se divisent
avec une division tripolaire, donc on va avoir 3 cellules filles, ce qui est un non-sens chromosomique. Et puis en regardant les chromosomes, il va voir aussi des ponts entre chromosomes, comme vous le voyez ici, qui signifie que la réplication se fait mal. Il voit des chromosomes très réarrangés. Et donc, il propose en fait que le cancer soit lié à des défauts des chromosomes et donc des défauts des caractères génétiques qui vont être portés par ces chromosomes. C'était évidemment quelque chose d'extrêmement visionnaire. Malheureusement, à son époque, on n'avait aucun moyen d'aller plus loin, mis à part de regarder donc, ces chromosomes de cellules cancéreuses qui étaient anormaux. Alors, première, on ne va pas parler en détail des techniques d'examen des chromosomes qui ont été développées dans les années 70. Je vais tout de suite aller un peu plus loin avec des techniques de peinture chromosomique, donc, qui sont des techniques dans lesquelles on va être capable de marquer des sondes correspondant à des éléments d'ADN présents sur les chromosomes avec des couleurs différentes. Et donc on va être capable de faire ce qu'on appelait à l'époque le karyotype spectral. On va pouvoir voir sur une préparation de chromosomes eh bien, la forme, le nombre et le côté normal ou anormal des chromosomes. Donc ça, à l'évidence, c'est une présentation d'un karyotype normal et que chaque chromosome est présent à 2 copies, une copie maternelle, une copie paternelle. Et ces chromosomes sont toujours par paire, toujours par 2, ils ont toujours la même taille, et chaque chromosome n'est composé que de séquences qui lui appartiennent. Et ça vous permet tout de suite de juger la différence avec ça, qui est une tumeur épithéliale avancée, probablement une tumeur du sein, et dans lequel vous voyez qu'on a un véritable désastre chromosomique. On a des chromosomes qui ont changé de taille, on a des translocations complexes. Vous voyez que ce chromosome, d'abord il y en a 3, et puis le 3e a récupéré un morceau de chromosome qui n'est pas à lui. Là aussi, on en a 3. Donc on est dans une situation d'aneuploïdie, donc on n'a pas un nombre normal de chromosomes. Et puis là aussi, vous voyez des translocations multiples avec des morceaux d'ADN qui ont été rajoutés, qui viennent d'ailleurs. Tout est à l'avenant. Vous voyez, là aussi, vous avez des chromosomes extrêmement complexes. Là, on ne peut même pas très bien dire de quoi il s'agit. Vous voyez qu'il y a des séquences qui viennent de trois différents chromosomes. Et donc, on a un phénomène de réarrangement complet, de dérive. Alors, entre parenthèses, ces dérives à ce point-là sont très souvent liées à la perte de P53. C'est une des conséquences classiques de la perte de P53. Vous n'avez plus de contrôle du contrôle qu'on appelle le contrôle mitotique, qui va donc s'assurer qu'au moment de la division, chacun des 2 chromosomes a bien été dupliqué et que chacun est présent à une copie seulement dans la cellule fille. Et donc, on va avoir, avec la perte de P53, au bout d'un certain temps, des mitoses complètement anormales. On va perdre des chromosomes, on va perdre des bras de chromosomes, en particulier des bras de chromosomes qui portent des suppresseurs de tumeurs. On va gagner d'autres chromosomes. Et puis, il va y avoir souvent des phénomènes d'endoréplication qui vont faire passer de l'état diploïde ensuite à un état aneuploïde, avec finalement un gain progressif de toutes les séquences qui font pousser, et puis une perte progressive de toutes les séquences, de tous les gènes qui empêchent la croissance cellulaire. C'est exactement ce que Boveri avait prévu 100 ans avant. Vous voyez l'introduction finalement de ce chaos chromosomique, et puis d'un être vivant une cellule vivante qui va diverger en n'ayant qu'une seule idée en tête, c'est de proliférer plus. Alors, on connaissait aussi des situations d'amplification, amplification tout à fait anormales qui vont conduire à ce qu'on appelait des HSR, des Homogeneous Staining Regions, dans lesquels on sait qu'il y a amplification d'oncogènes. Les 2 cas les mieux connus sont celui de MYC, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc vous pouvez avoir la même chose, en particulier sur le gène MYC dans les neuroplastomes. Vous allez avoir une région qui va se dupliquer plusieurs dizaines de fois. Et donc on a un gène qui est normal, qui n'est pas muté, mais qui a simplement un nombre augmenté de copies. Et puisqu'il y a un nombre augmenté de copies, bien entendu, il va y avoir un nombre augmenté de protéines. Et on va se retrouver donc dans une situation où on va avoir trop de gènes. On a décrit la même chose avec le gène MDM2, dont on a parlé tout à l'heure. Ce régulateur négatif de P53 va être amplifié dans un certain nombre de sarcomes, et ceci va donc conduire à la désactivation de P53. Alors, on a pu ensuite commencer à faire des cartes chromosomiques, si j'ose dire. Donc, dans ces cartes chromosomiques,
Ça, c'est une tumeur du sein, par exemple, avec une très forte instabilité génétique. Et donc, tout ce qui est en dessous de 0, ça veut dire qu'on a statistiquement perdu des séquences chromosomiques, et tout ce qui est au-dessus, on va en avoir gagné. Et donc, vous voyez que ça, au fond, c'est une autre représentation du désastre chromosomique de tout à l'heure. Vous voyez que pour chaque chromosome, qui vous est représenté ici, 1, 2, 3, et on va jusqu'au bout, eh bien, on va avoir des gains et des pertes, des séquences gagnées, des séquences perdues. Bien sûr, tout ce qui est perdu, ça va correspondre à des régions dans lesquelles il y a des anti-oncogènes, des suppresseurs de tumeurs. Tout ce qui est gagné, ce sont des régions dans lesquelles il va y avoir au contraire des amplifications. Des oncogènes. Et vous voyez que ce génome, bien sûr, n'a plus rien de normal. Et on peut prédire, quand on voit ça aussi, que c'est une tumeur qui avait perdu P53 et que la perte de P53 va être à l'origine de cette dérive génétique tout à fait accélérée. Alors, on a maintenant beaucoup amélioré la technologie. Et ça, c'est une diapositive que je dois à Jean Soulier, qui a beaucoup, à Saint-Louis, qui a beaucoup étudié ces techniques d'hybridation génomique comparative à haute définition. Alors pourquoi est-ce que ces techniques représentent un énorme avantage par rapport aux autres? Eh bien, c'est qu'on est capable de voir des pertes, des micro-pertes, des micro-délétions. Et quand on commence à rentrer dans le détail, avec des technologies extrêmement puissantes dans lesquelles on va avoir des sondes qui sont réparties sur toute la longueur du chromosome, eh bien, on va pouvoir voir qu'on passe de l'état normal qui vous est représenté ici avec des pertes génétiques. Et en particulier, ce gène, c'est le gène ARF dont on a parlé tout à l'heure, un régulateur négatif de P53. Et vous voyez que dans toutes ces tumeurs, ce sont en l'occurrence ici des leucémies T, dans toutes ces leucémies T, on va avoir des délétions et parfois même des micro-délétions, une délétion tellement petite qu'elle n'aurait jamais été vue avec toutes les techniques au préalable. Et cette délétion va, un peu comme un coup de scalpel, juste enlever ce gène, enlever ce suppresseur de tumeur. Et quand on enlève ARF, eh bien là aussi, on va désactiver la voie P53 et la cellule va se mettre à pousser. Elle ne va plus être capable d'avoir une réponse apoptotique. Elle va perdre sa capacité de surveillance. Donc vous voyez que ces microdélétions qui ne se voient absolument pas à l'échelle d'un chromosome, c'est beaucoup trop petit, eh bien, va avoir une influence biologique absolument essentielle. Et vous le voyez là, donc, sur la représentation à grande échelle du chromosome. Vous voyez qu'on a une toute petite région dans laquelle on va avoir ces micro-pertes sur ces gènes. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir résumer tout ce qu'on a su? Alors ça, c'est tiré d'une revue dans Science qui est sortie, je crois, cet été, et qui résume, au fond, ce que l'on sait sur la génomique des tumeurs à partir des très nombreux efforts internationaux qui se sont déployés dans les 10 dernières années et où on a cherché, avec toutes ces techniques extraordinairement performantes d'exploration du génome, à savoir un peu dans chaque site, sur maintenant les vraies tumeurs naturelles, celles qui nous affectent, nous affligent tous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce que l'on voit ici, donc sur chaque site, c'est le nombre de mutations qui ont pu être identifiées par l'analyse complète du génome. Alors, il n'est évidemment pas nécessaire de regarder tous les chiffres, il faut surtout regarder les extrêmes. Vous avez des tumeurs extrêmement simples, tumeurs rhabdoïdes, sarcomes, pour lesquelles vous avez en moyenne 4 mutations. Maladie dont on va beaucoup parler dans la suite de ce cours et peut-être le prochain, leucémie aiguë myéloïde, 8 mutations. 8 mutations en tout. Et puis vous avez des maladies, au contraire, comme le cancer du poumon, qu'il soit à petites cellules ou pas à petites cellules épithéliales, vous voyez, 150 mutations. Donc vous voyez, dans la vraie vie, ça c'est évidemment l'équivalent des données épidémiologiques des années 50. On passe de la souris au patient. Eh bien, dans la vraie vie, vous avez une extraordinaire variété. Vous avez une extraordinaire variété entre les différentes tumeurs, avec donc les deux extrêmes que je vous ai cités, cancer du côlon, vous voyez, 66 mutations. Mélanome, autre tumeur avec un très grand nombre de mutations, 130 mutations en moyenne. Donc vous voyez qu'entre la biologie d'une tumeur extrêmement agressive, mais au fond, on va dire qu'elle est génétiquement simple,
parce qu'elle ne possède que 4 mutations, si j'ose dire. Donc reconstruire la biologie, comprendre ce qui va faire passer d'une cellule normale à une cellule cancéreuse, quand il y a 4 mutations, on peut imaginer qu'on va arriver à modéliser assez simplement. Évidemment, quand il y en a 130 ou pire 160, eh bien, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'on va se trouver confronté à des problèmes d'interprétation pour savoir, parmi ces 150 mutations, quelles sont celles qui sont vraiment importantes, quelles sont celles qui font vraiment pousser la tumeur. Alors, cette même revue représente les choses, vous voyez, d'une autre manière. Ce sont exactement les mêmes données, mais elles sont importantes pour comprendre la biologie. Vous voyez, ça c'est le nombre moyen de mutations et les différents types de tumeurs. Et donc on va voir un certain nombre de catégories. Vous avez d'abord les tumeurs pédiatriques, celles qui surviennent chez l'enfant. Et ces tumeurs pédiatriques, on pouvait s'en douter, elles sont relativement plus simples. Et elles sont relativement plus simples au fond parce qu'elles sont arrivées très vite. Et étant arrivées très vite, elles n'ont pas eu le temps d'accumuler beaucoup de changements. Et on voit effectivement, là, on est en dessous de la dizaine. Après, vous avez les tumeurs, les leucémies. Et on voit que les leucémies, encore une fois, les leucémies aiguës myéloïdes, vous voyez, on est en moyenne à 8 mutations. Les leucémies sont relativement simples aussi. Après, vous avez tout le bloc des tumeurs qu'on va appeler les tumeurs solides, les tumeurs épithéliales de l'adulte, où on a, vous voyez, une pente qui monte lentement entre 20 et 50 ou 70. Et puis, on a les tumeurs que Vogelstein appelle liées aux mutagènes, donc les tumeurs pour lesquelles on sait qu'il y a ou on présume qu'il y a une exposition forte à des agents qui vont induire des mutations. Alors, on en connaît bien sûr. Malheureusement, elle est tristement célèbre, c'est le poumon. Et là, on sait bien quel est l'agent qui induit les mutations, c'est le tabac. Et l'exposition répétée au tabac pendant des dizaines d'années va induire un très grand nombre de mutations. Également les mélanomes, probablement l'exposition au soleil, là, joue un rôle important dans l'acquisition d'un certain nombre de mutations. Vous voyez qu'on est vraiment dans d'autres ordres de grandeur. Et puis, le pire, si j'ose dire, eh bien, c'est la maladie dont on a parlé tout à l'heure. C'est le cancer du côlon lié à l'extinction de MLH1, puisque l'extinction épigénétique de MLH1, puisque là, on est dans une cellule où où le premier événement, si j'ose dire, c'est la perte d'un système de réparation. Et donc, dans une cellule normale, on va perdre assez tôt, immédiatement, le système de réparation. Et c'est un système de réparation de ce qu'on appelle les mésapariements, on verra ça dans un cours prochain, qui va donc s'accompagner d'une dérive du génome à toute vitesse. Et là, vous voyez, en fait, j'ai coupé la diapo parce qu'on serait là-haut. On a une dérive à peu près totale du génome parce que, intrinsèquement, dès le départ, on a une cellule qui ne sait plus réparer. Et donc, ne sachant plus réparer, elle fait des erreurs tout le temps. Et faisant des erreurs tout le temps, elle va conduire donc au développement de ce type de cancer colorectal. Alors, vous voyez qu'au niveau de la biologie du cancer, on a une chose très différente entre le cancer du côlon, au fond, standard, si j'ose dire, celui que je vous ai présenté tout à l'heure, celui qui commence par l'activation de la voie Wnt, qui vous est représentée ici, dans laquelle on a à peu près 50 mutations en moyenne. Et puis, ce cancer du côlon lié au défaut des systèmes de réparation pour lesquels on est certainement là au rez-de-chaussée, voire au premier étage. Et donc vous imaginez bien qu'au niveau de la prise en charge clinique, au niveau de la réflexion sur la physiopathologie, eh bien, ces deux maladies n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Elles touchent toutes les deux le côlon, mais les modes de transformation, les modes de cancérisation sont évidemment complètement différents. Alors que nous a appris également ces analyses de génomique, eh bien, c'est qu'il existe des profils de mutation extrêmement différents suivant les gènes cibles. Alors probablement le plus remarquable, c'est cette protéine IDH1 qui est une enzyme. Vous voyez, pratiquement toutes les mutations sont au même endroit. Donc ça vous donne une idée de la force de la sélection biologique, puisqu'à l'évidence, les mutations elles vont survenir à peu près n'importe où, de manière aléatoire, mais vous avez une telle sélection que seules les cellules pour lesquelles la mutation aura touché IDH1 sur cette position, qui correspond à le site de fixation sur le substrat, on est dans la même thématique au fond que RAS, seules celles-ci
vont être sélectionnés. Sur race, c'est la même chose, hein. On va trouver les 3 résidus du site actif, uniquement les 3 résidus du site actif qui vont présenter des mutations. Après, vous avez des situations intermédiaires avec la sous-unité catalytique de la PI3 kinase. Vous voyez que là, il y a un certain nombre de hotspots, mais il y en a plusieurs. Et puis, vous avez d'autres gènes, comme RB, par exemple, le rétinoblastome, où là, vous pouvez avoir des mutations à peu près n'importe où, en particulier dans ce qui correspond au site de liaison à E2F, mais vous pouvez aussi avoir des mutations qui vont conduire à une interruption de la protéine, ce qu'on va appeler des mutations tronquantes, dans lesquelles on va avoir l'apparition d'un codon stop prématuré, et donc la mutation fait que la protéine va s'arrêter. Et en général, d'ailleurs, elle est rapidement dégradée du fait de cette interruption précoce, et pour VHL, c'est la même chose. Donc vous voyez des mutations qui, grâce au progrès de la génétique, maintenant, on connaît un nombre immense de mutations, et on peut commencer à faire des statistiques. Et ces statistiques vont nous permettre de nous faire des idées, hein, sur la biologie du gène. À l'évidence, vous voyez, là, on va se dire que ce qui est essentiel, c'est que le gène soit fonctionnel. Là, par contre, quand on a ce type de profil, on va se dire que ce gène, c'est probablement une enzyme et qu'on a touché au site actif. Alors, autre chose extrêmement importante, ça va être de distinguer la notion d'anomalie de mutation driver ou passenger. Et donc, les mutations driver, ce sont les mutations qui vont être à l'origine du cancer. Ce sont celles qui ont une conséquence fonctionnelle. Et puis, vous allez avoir d'autres mutations qui ont été appelées par nos collègues anglo-saxons passenger, qui sont au fond des accidents de parcours. Ce sont des mutations qui sont là, qui sont présentes dans la tumeur, mais elles n'ont finalement pas d'importance fonctionnelle. Elles ne contribuent pas, ou quasiment pas, à la biologie de la tumeur. On verra tout à l'heure comment elles surviennent. Et donc, une des très grandes difficultés de cette génomique du cancer, eh bien, c'est d'arriver à comprendre la différence entre les mutations driver et passenger. Et ceci est particulièrement complexe puisque, comme je vous l'ai expliqué, la plupart des tumeurs vont avoir des défauts de réparation de l'ADN et donc elles vont se mettre à accumuler beaucoup de mutations. Et donc on peut être parfois confronté à des situations tout à fait paradoxales où on peut avoir une mutation dans un gène qui est un gène essentiel, mais la mutation en fait n'a aucun rôle parce que c'est une mutation passenger qui est survenue tardivement et qui n'a pas participé au développement de la tumeur. Donc, tout ceci maintenant est traité par des approches qui sont largement des approches informatiques, de bioinformatique, qui sont encore des approches en développement. Les grands centres de recherche, les grandes universités ont développé des programmes, mais ils sont encore largement perfectibles. Et ceci est donc tiré de la même revue de Wogenstein dans Science, et vous montre le nombre de mutations en fonction des différents types tumoraux. Alors ça, c'est une figure importante. Donc là, il s'est intéressé uniquement aux mutations de type driver. Il a donc créé une liste d'environ 150 gènes qui sont des gènes pour lesquels on a des indications fonctionnelles que leur mutation va conduire à la transformation. Donc dans le répertoire de nos 25 000 gènes, il y en a au moins 150 aujourd'hui dont on a la certitude que lorsqu'on y touche, de certaines manières, on va pouvoir induire la prolifération tumorale. Et donc, s'il se limite à ces drivers, et ces drivers, bien sûr, ça peut être des oncogènes comme RAS, ça peut aussi être des anti-oncogènes comme P53. Et donc, il va regarder, en fonction des différents types tumoraux, la prévalence des mutations de type oncogénique, qui sont là en rouge, donc activation de voie, ou des mutations de type suppresseur de tumeur en bleu. Et on voit qu'au fond, il y a des tumeurs relativement simples, pour lesquels vous allez avoir, par exemple, une activation majeure. Vous voyez, dans 80% des tumeurs, vous avez la même mutation, plus une mutation inactivatrice. Dans le cancer du pancréas, c'est la même chose. Vous avez une mutation. Cette mutation activatrice, c'est RAS. Vous voyez que dans 75% des tumeurs du pancréas, vous avez une mutation de RAS. Et puis, assez souvent,
vous allez avoir en moyenne, vous voyez, 4 ou 5 inactivations d'anti-oncogènes, dont P53. Et puis vous avez des tumeurs beaucoup plus compliquées. Vous allez avoir, comme le cancer du sein ou le cancer de prostate, dans lesquels vous allez avoir beaucoup d'activations d'oncogènes, peut-être en moyenne 3 activations d'oncogènes et 5 ou 6 inactivations d'anti-oncogènes. Alors évidemment, plus la courbe est décalée vers la gauche, plus la biologie de la tumeur va être simple. Et plus on est de l'autre côté, plus la biologie de la tumeur va être compliquée, parce que ça veut dire qu'on va être confronté à une situation où il va falloir essayer de comprendre ou de modéliser des activations de 3 à 4 mutations activatrices, plus 4 à 5 mutations inactivatrices, chacune jouant l'une avec l'autre, ça va être très compliqué. Donc en gros, on sait aujourd'hui repérer la plupart des drivers et dans certaines tumeurs, on va en avoir très peu et dans d'autres, on va en avoir beaucoup, mais on va pouvoir identifier lesquelles. Alors, une autre approche qui a été rendue possible par ces techniques de génomique, alors bien entendu, c'est une figure compliquée, juste pour vous donner une idée de ce que ça représente. Donc, on va pouvoir faire également des mesures de l'expression des gènes. Donc, on a des techniques aujourd'hui, qu'on appelle les techniques des puces, qui vont permettre de mesurer tous les ARN à la fois. Donc, on va pouvoir mesurer de manière extrêmement précise, extrêmement reproductible, tous les ARN de chacun de nos gènes. Donc, on va avoir des choses dont on ne rêvait même pas quand j'étais étudiant. Il fallait déjà une semaine pour avoir une petite idée très approximative de l'expression d'un seul gène et dans les meilleurs laboratoires avec des techniques de sonde radioactive. Maintenant, en un coup, et quelques centaines d'euros, on va pouvoir avoir la photo, une estimation très précise de tous les gènes qui s'expriment. Et ensuite, par des techniques bioinformatiques, on va pouvoir faire du regroupement, c'est-à-dire regrouper les tumeurs en fonction des similitudes d'expression entre elles. Et donc, vous allez avoir des paquets, et un paquet rouge, comme ça, traduit un groupe de tumeurs qui vont avoir tous le même profil d'expression. Ça, c'est très important parce que ça va permettre de se faire une idée de la cellule d'origine et de l'homologie entre les tumeurs. Et donc, ça va permettre de commencer à définir des tumeurs qui se ressemblent les unes les autres. Et on va pouvoir faire la même chose également pour l'épigénétique, ce qui ne vous est pas représenté ici. Et on va voir des groupes qui se ressemblent étrangement. Alors, je vais juste vous en signaler un. On ne voit pas très bien, mais ici, vous avez une leucémie liée à une protéine de fusion, donc une maladie extrêmement simple, quasi monogénique. Et vous voyez que quand vous prenez cette maladie, eh bien, elle va correspondre à un groupe de cellules qui ont absolument tous le même profil d'expression. Donc ça veut dire même cellule d'origine, même oncogène. En gros, on peut dire dans ce cas-là que c'est la même maladie. Et ceci va conduire bien sûr à la définition d'un groupe sans cesse plus hétérogène de maladies. Et ces études d'expression vont également être un moyen extrêmement précieux d'arriver à mesurer l'expression des suppresseurs de tumeurs, et en particulier donc les pertes d'expression d'anti-oncogènes qui vont bien sûr avoir une très grande importance dans la biologie de ces tumeurs. Alors on peut également, je ne vous ai pas représenté ici, mis à part ces analyses de transcription, on peut également faire des analyses de marqueurs épigénétiques, et donc on va pouvoir rechercher les zones du génome qui ne s'expriment pas du fait de modifications épigénétiques. Et donc ceci va permettre de détecter en particulier les pertes d'expression d'anti-oncogènes. Donc en combinant tout ça, et c'est au fond la promesse que la génomique est en train de tenir, avec toutes ces différentes approches, du nombre de copies dont on a parlé, des mutations, du type de mutation, de la méthylation, l'expression des ARN messagers, l'analyse des voies de signalisation, les variations structurales, ce qui veut dire les translocations chromosomiques. En mettant au fond tout ça dans un ordinateur, on va commencer à avoir des idées de ce que sont vraiment les différentes tumeurs humaines. Et à partir de ces idées, on va pouvoir commencer à se poser des questions. Parce que tout le défi aujourd'hui de la biologie du cancer, c'est de passer de cette génomique descriptive qu'on commence à bien maîtriser à de la vraie biologie.
En fonction de ces photos qu'on a réussi à prendre, en fonction de ces taux de mutation, en fonction des patrons d'expression des gènes, comment est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin dans la compréhension de la biologie de la tumeur? Donc, quels sont les drivers? Combien y en a-t-il? On a vu déjà une partie de la réponse. Quel est l'ordre dans lequel ces mutations surviennent? On a vu des éléments de réponse pour le côlon, mais est-ce que c'est la même chose pour d'autres types de tumeurs? Est-ce qu'il y a des combinaisons particulières? Au fond, est-ce qu'il y a des gènes, des oncogènes ou des gènes suppresseurs du tumeur qu'on va retrouver toujours les uns avec les autres? Question évidemment absolument essentielle pour la médecine, quels sont les liens entre cette génomique, ces tumeurs reclassifiées grâce à la génétique et l'évolution clinique? Au fond, est-ce que ce que l'on photographie, est-ce que ce que l'on voit, est-ce que c'est du bruit finalement, ou est-ce que c'est une nouvelle classification qui va se superposer et peut-être même un jour remplacer la classification qui était fondée sur la morphologie? C'est une classification qu'on a vue au départ dans le premier cours avec l'anatomopathologie, avec la forme, l'envahissement, les mitoses, l'apoptose, enfin tout ce savoir extraordinairement complexe que les anatomopathologistes avaient développé dans les 150 dernières années. Est-ce qu'au fond, ça va être remplacé un jour par ces analyses? Alors ça, c'est des questions qui sont encore assez largement ouvertes. Alors, en ce qui concerne bien sûr les liens avec l'évolution clinique, on est en fait au début. On est au début pour des raisons qui sont extrêmement simples. C'est qu'il a été relativement difficile d'avoir de très grandes séries de patients analysés sur les mêmes types de plateformes de génomique, donc avec des résultats comparables, et surtout des patients qui avaient été traités de la même manière. Parce que il existe un certain nombre d'écoles pour le traitement des cancers, et donc le traitement des différents cancers n'est pas forcément exactement le même dans tous les pays du monde. Il y a des protocoles prospectifs d'évaluation des différents traitements. Et donc, plus les patients sont homogènes, plus ils ont été traités de la même manière, plus on va pouvoir faire de corrélation entre la génomique et l'évolution de la maladie. Évidemment, si on considère à partir de la génomique, vous voyez, à partir de ce type de photos qui sont déjà compliquées à interpréter, si en plus tous les patients ont été traités avec des médicaments différents, avec des doses différentes, et là il faut vraiment rentrer dans le détail, c'est-à-dire ce sont les mêmes molécules, ce sont les mêmes molécules à la même dose, ce sont les mêmes molécules à la même dose avec des espacements qui soient les mêmes. Il faut vraiment rentrer dans les détails, et on connaît de très très nombreux exemples où des toutes petites variations de protocoles ont conduit à des résultats cliniques extrêmement différents. Et bien donc pour l'interprétation de tout ça, il faut avoir ces patients, et on ne les a pas encore toujours pour toutes les maladies. Et évidemment, le but ultime, et on verra qu'il y a déjà des succès, c'est d'identifier des cibles thérapeutiques qu'on puisse arriver à manipuler, qu'on puisse inactiver, dont on puisse bloquer la fonction, dont on puisse dégrader la protéine, et qui, bien sûr, vont se traduire chez les patients par des bénéfices de qualité de vie et de survie. Donc ça commence, et là, il y a quelques exemples, mais il y en a malheureusement trop peu. Et ces exemples, vous vous en doutez bien, ils vont traduire la simplicité de la maladie. Plus la maladie est simple, plus on va pouvoir développer des approches rationnelles. Dans dans certaines des tumeurs pour lesquelles je vous ai montré des dizaines de voies de signalisation différentes qui coopèrent toutes les unes avec les autres, eh bien aujourd'hui, on ne sait pas encore bloquer 10 voies de signalisation à la fois dans la tumeur, sans pour autant toucher à la tumeur, aux cellules normales. Alors, peut-être pour servir de liaison avec mon prochain cours, on va parler dans le prochain cours des leucémies. Alors, pourquoi est-ce que les leucémies ont été au fond plus vite que les autres? Eh bien, pour une raison très simple, dans une des diapos précédentes, on l'a vu, c'est que ces maladies sont beaucoup plus simples que les autres au niveau génétique. Vous vous rappelez, 8 mutations. Évidemment, c'est plus facile de comprendre une maladie qui a 8 mutations qu'une maladie qui en a 150. Par ailleurs, il y a des choses toutes bêtes. Une leucémie circule dans du sang, et donc comme elle circule dans du sang, on va pouvoir prélever le sang du patient plusieurs fois par semaine. On va pouvoir prélever le sang du patient pendant le traitement. Et donc pendant le traitement, on va pouvoir voir ce qui se passe. Quand vous avez une tumeur du cerveau, c'est bien entendu totalement impossible d'aller prélever la tumeur pendant le traitement, et donc en fait, on ne sait pas ce qui se passe.
ces prélèvements, en plus, dans le cas des cellules sanguines, ce sont des cellules qui sont isolées les unes des autres. On a développé, dès les années 70, un certain nombre de marqueurs de surface, et donc on va être capable de trier les cellules leucémiques. Et donc, au lieu d'avoir un mélange de cellules différentes, et quand on a un mélange de cellules différentes, eh bien, ça va être très compliqué pour faire de la génétique, ça va être très compliqué pour faire de l'expression d'ARN messager, parce que tout est mélangé. Là, on peut purifier, et donc on peut s'adresser à une population pure. Et quand on a cette population pure, on va pouvoir même décrire l'hétérogénéité génétique. On verra dans le prochain cours comment ça se fait. Donc, prélèvement itératif possible. Et puis, pour des raisons historiques, dans le domaine des leucémies, il y avait des protocoles cliniques qui étaient extrêmement standardisés. Et ces protocoles cliniques très standardisés ont permis très tôt de faire des corrélations entre génétique et réponse au traitement. Et puis, enfin, peut-être la raison majeure, c'est qu'un certain nombre de ces maladies sont liées à des translocations chromosomiques et que ces translocations chromosomiques ont été repérées dès les années 60. Donc on a pratiquement 50 ans de recul sur ces translocations chromosomiques qui ont contribué à la classification. Et on connaît dans les leucémies environ 250 types de translocations récurrentes. Et dans un certain nombre de cas, c'est la translocation qui définit la maladie. Ce n'est pas l'aspect de la cellule, ce n'est pas les antigènes présents à la surface, c'est la translocation qui va définir la maladie, parce qu'on sait que ce sont ces translocations qui étaient le véritable driver, le véritable agent causal de la maladie, qui ont donc permis la classification très tôt et qui ont par ailleurs fourni des pistes moléculaires pour reconstruire chez la souris ou chez l'animal la physiopathologie de ces différentes maladies. Et donc on verra dans le prochain et dernier cours comment est-ce que ce modèle des leucémies, finalement, a permis d'apprendre énormément de choses sur les quelques mutations activatrices, sur le moment auquel ils surviennent, sur les états pré-leucémiques, sur le rôle conjugué des différentes mutations, savoir comment est-ce que ces mutations se regroupent les unes avec les autres. On a, dans le cas des leucémies, des visions qui sont relativement claires maintenant, en tous les cas comparées aux tumeurs solides, et qui permettent vraiment de faire de la biologie. Et puis on verra que ça a permis également de développer des traitements innovants. Voilà, je vous remercie beaucoup, et on se revoit lundi prochain.